Un rapport explosif du collectif RRX présenté au Parlement européen accuse directement l'État tunisien de complicité dans des actes de vente et de trafic de migrants expulsés vers la Libye. Basé sur 30 témoignages, ce document dénonce un système organisé mêlant détention arbitraire et transferts forcés et transactions humaines. L'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba débute une seconde grève de la faim dénonçant le maintien en détention de son épouse Sylvia et de leur fils Noureddin malgré leurs graves problèmes de santé. Privés de soins adéquats, leur état nécessite une évacuation urgente à l'étranger selon un rapport médical. Libre de ses mouvements, Ali Bongo refuse de quitter le Gabon tant que ses proches restent emprisonnés. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Présenté pour la première fois au Parlement européen, mercredi 29 janvier, le rapport intitulé Traite d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie vers la Libye révèle une nouvelle facette du traitement déjà peu reluisant réservé pour les deux pays aux migrants, notamment originaires d'Afrique subsaharienne. Publié par le collectif chercheurs et chercheuses X, RRX en anglais, un groupe de chercheurs anonymes soutenu par plusieurs députés européens, le rapport intitulé « Traite d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie vers la Libye » qui a été présenté au Parlement européen mercredi 29 janvier, met pour la première fois directement en cause l'État tunisien dans de possibles cas de vente et de trafic de migrants. Le document contient 30 témoignages de personnes expulsées de Tunisie vers la Libye entre les mois de juin 2023 et de novembre 2024. Tous révèlent des cas de vente d'êtres humains aux frontières tuniso-libyennes, ainsi qu'une interconnexion entre l'infrastructure qui se trouve derrière les expulsions de Tunisie et de l'industrie de l'enlèvement dans les prisons libyennes. Chaque fois, le processus commence par l'arrestation de migrants, leur transport jusqu'à la frontière tuniso-libyenne, puis leur placement dans des camps de détention gérés par les autorités tunisiennes, suivi de leur déplacement forcé et de leur vente aux forces armées et aux milices libyennes. Leur prix de vente oscillerait entre 40 et 300 dinars, soit 12 et 90 euros, selon ce qu'il semble possible de tirer de leur rançon une fois passés aux mains des milices libyennes. Réclamées à leur famille, elles s'élèvent généralement à 500 euros. Les témoignages qui figurent dans le rapport à la publication, duquel les autorités tunisiennes n'ont pas encore réagi, font également état d'actes de torture et de sévices particulièrement choquants infligés aux migrants tout au long de leur détention en Tunisie comme en Libye. La présentation du texte devant le Parlement européen en milieu de semaine dernière avait pour objectif de rouvrir deux débats relatifs à la responsabilité de l'Union européenne et de ses États membres. Le premier dans la mise en danger de mort ou d'esclavage des personnes en déplacement. Le second concernant le statut de pays sûr accordé à la Tunisie et à son rôle de partenaire dans la gestion des frontières extérieures de l'UE. Successivement pointé du doigt par la communauté du développement d'Afrique australe, le Burundi et le G7 pour son implication dans le conflit qui déchire actuellement l'est de la RDC, le Rwanda a répondu aux accusations portées en son encontre depuis quelques jours ce dimanche 2 février. Fustigeant d'abord une nouvelle fois les actions de la mission de la SADC en RDC, la SAMI RDC, comme l'a déjà fait cette semaine le président rwandais Paul Kagame, Kigali s'est dit malgré tout favorable à un sommet contingent entre les pays d'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est. Le Rwanda soutiendra toujours une solution qui va dans le sens de la recherche de la paix par les pourparlers, par les négociations. À part peut-être les gouvernements congolais, tout le monde est convaincu que ce problème ne sera pas résolu par la voie militaire, déclare ainsi Alain Mukuralinda, le porte-parole du gouvernement rwandais, qui rejette également les accusations portées par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Dans un discours prononcé samedi 1er février, celui-ci a dit redouter que le conflit en RDC ne conduise à un embrassement de toute la région, disant craindre que la guerre arrive même au Burundi si le Rwanda continue à réaliser des enquêtes et allant même jusqu'à accuser Kigali de préparer quelque chose contre son pays. Evariste Ndayishimiye oublie de dire qu'il participe déjà à la guerre aux côtés de FARDC, de Wazalando et de FDLR. Le Burundi
est déjà en guerre, lui répond ce dimanche Alain Mukuralinda, qui poursuit ses accusations viennent sans preuve, sans fondement. Les Rwandais devraient se défendre si nécessaire, mais le Rwanda n'a pas attaqué qui que ce soit. Concernant enfin les déclarations des ministres des Affaires étrangères du G7 qui appellent les M23 et les forces rwandaises à mettre fin à leur offensive dans l'est de la RDC, Kigali refuse toujours d'admettre apporter un soutien au groupe armé. Dans un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères affirme ainsi que les forces de défense rwandaises se contentent de défendre les frontières et qu'elles n'attaquent pas les civils. Selon son avocat, l'ancien chef de l'État qui vit toujours reclus dans sa résidence privée du quartier UP de la Sablière, dans le nord de la Libreville, a entamé une nouvelle grève de faim pour dénoncer le sort réservé à son épouse et à leur fils. Malades, ces derniers sont toujours en prison sans avoir accès aux soins requis par leur état de santé après 17 mois de détention. Sylvia et Nourdine Bongo ont reçu la visite médicale des médecins qui a dressé un rapport accablant. Alors que sa femme Sylvia et leur fils Nouradan sont toujours incarcérés, l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba a décidé d'entamer une nouvelle grève de la faim pour protester contre leur maintien en détention malgré leur état de santé sans qu'ils puissent avoir accès aux soins requis. Face au mutisme des autorités, celui-ci a décidé de réduire considérablement ses repas, de cesser ses séances de rééducation et refuse désormais toute visite. Il s'agit de la seconde grève de la faim dans laquelle se lance Ali Bongo Ondimba. L'an dernier déjà, celui-ci avait cessé de s'alimenter pendant 6 semaines entre les mois de mai et juin pour protester contre la séquestration et les actes de torture de la barbarie infligés à sa famille. Selon maître Gisèle Eou Bekale, l'une de ses avocates, l'ancien président renversé par un coup d'État le 30 août 2023 a été piqué au vif par le rapport qu'il a reçu de la visite médicale de son épouse Sylvia et de son fils Nouradan Bongo Valentin. Selon le document, la première souffrirait d'une augmentation inquiétante de la thyroïde et serait à 61 ans exposée à un risque de cancer. Leur fils Nouradan aurait quant à lui le tympan percé. Selon le médecin qui les a auscultés, leur état de santé nécessite une évacuation sanitaire à l'étranger pour une prise en charge appropriée. Renversé il y a 17 mois, Ali Bongo est aujourd'hui officiellement libre de ses mouvements. Celui-ci pourrait même aller se faire soigner hors du pays, affirma les militaires au pouvoir. Mais l'ex-chef de l'État, qui reste toutefois sous la surveillance de la garde républicaine 24 heures sur 24, refuse de quitter le Gabon tant que son épouse et leur fils sont en prison. La police géorgienne a arrêté ce dimanche 2 février 2 mineurs de l'opposition lors d'une nouvelle manifestation contre le gouvernement, accusé par ses détracteurs de dérive autoritaire pro-russe et d'éloigner ce pays du Cosaque d'un rapprochement avec l'Union européenne. L'un d'eux a été libéré peu après minuit. Nika Melia du Parti libéral pro-européen Akali et Gigi Ugulava, un ancien maire de Tbilissi, ont été arrêtés alors qu'ils participaient avec des milliers de manifestants à une tentative pour bloquer une autoroute à l'entrée nord de la capitale. Un crime punissable de jusqu'à 4 ans de prison avait averti le ministère géorgien de l'Intérieur. Nika Melia a finalement été libéré peu après minuit. Son avocat a indiqué qu'il avait été arrêté pour infraction administrative. L'opposant a déclaré aux journalistes qu'un haut responsable de la police lui avait donné des coups de pied alors qu'il se trouvait au commissariat. D'autres protestataires ont été interpellés ce dimanche. La chaîne indépendante Pirveli a diffusé des images montrant la police frappant brutalement certains d'entre eux. Le chef du département des opérations spéciales de la police de Tbilissi, sanctionné par les États-Unis et le Royaume-Uni pour des violations des droits humains, a été entendu hurlant des obscénités aux manifestants. Ces derniers ont ensuite marché pendant des kilomètres vers le Parlement, lieu de rassemblement habituel de leurs manifestations quotidiennes. Toute cette violence policière montre juste que le gouvernement a peur, a lancé un protestateur. Le défenseur des droits géorgien Levan Lozeniani a estimé dans un communiqué que le cas de mauvais traitements et d'usage excessif de la force par la police contre les citoyens, des journalistes et des politiques sont extrêmement inquiétants. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a fustigé les autorités géorgiennes sur X.
La répression brutale des manifestants pacifiques, des journalistes et des politiciens ce soir à Tbilissi est inacceptable, a-t-elle écrit. Lorsque la première vague des manifestations avait commencé fin novembre, la police anti-émeute avait utilisé du gaz lacrymogène et des canons à eau pour disperser les foules, arrêtant plus de 400 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Levan Lozeliani, plus haut fonctionnaire chargé des droits humains en Géorgie, et l'ONG Amnesty International ont accusé la police d'avoir torturé les personnes arrêtées. Les défenseurs des droits humains géorgiens accusent le pouvoir d'avoir lancé une campagne d'intimidation, de passage à tabac et d'arrestation pour punir ceux ayant osé descendre dans la rue. Les forces de sécurité et la justice géorgienne font face à des accusations récurrentes de répression des opposants du parti au pouvoir. Lundi, l'Union européenne a suspendu l'exemption des visas pour les diplomates et dirigeants géorgiens, invoquant l'adoption de lois répressives et la violente répression des autorités géorgiennes contre des manifestants pacifiques, des politiciens et des médias indépendants. L'an dernier, les États-Unis et plusieurs pays européens avaient mis en place des sanctions contre des dirigeants géorgiens, pointant le glissement du gouvernement de Tbilissi vers la Russie, la violente répression des manifestants et les dissensions post-électorales. Dans des messages sur son réseau Truth Social, le président américain a reconnu ce dimanche 2 février pour la première fois aussi clairement que les consommateurs et les entreprises américaines pourraient être les victimes collatérales des taxes sur les produits importés depuis le Canada, le Mexique et la Chine. Donald Trump l'assume en lettres capitales. Ses concitoyens risquent de souffrir par ricochet des lourds droits de douane qu'il a actés samedi 1er février. Mais c'est selon lui le prix à payer pour un nouvel âge d'or aux États-Unis. Le président américain a imposé 25% des droits de douane sur tous les produits provenant du Mexique et du Canada, à l'exception des hydrocarbures venant du voisin du Nord, désormais taxés à 10%. Il a également ciblé la Chine en imposant 10% des droits de douane qui viennent s'ajouter sur ceux déjà existants sur un certain nombre de produits chinois. Les trois pays sont les principaux partenaires commerciaux des États-Unis et représentent au total plus de 40% de ces importations. Les mesures doivent entrer en vigueur à compter de mardi. Elles pourraient, selon les économistes, entraîner des hausses de prix et freiner l'activité des pays concernés en perturbant les chaînes de production. Mais le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau a prévenu si ses concitoyens vont pâtir de cette décision, ses voisins américains ne seront pas épargnés. Pour autant, ces taxes sur nos produits auront aussi des conséquences bien réelles pour vous, les Américains. Elles vont menacer vos emplois, potentiellement provoquer la fermeture des chaînes d'assemblage automobile et d'autres usines aux États-Unis, a-t-il averti avant d'annoncer des mesures de représailles. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information est en continu sur Tchad Info TV.